Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 176e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour évoquer l'énorme choc à venir le week-end prochain en Pologne, à Varsovie. Saladin Parnasse, notre pépite du MMA français, face à Marian Ziolkowski pour tenter de devenir double champion incontesté du KSW. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi. Et puis dans 4 jours, il a un petit combat, donc il est un petit peu nerveux. Monsieur Jonathan Macardy, bonjour, comment ça va? Tout nerveux, ça va Alex? Ça va, tout va bien? Nickel. T'es prêt? La tête est dans le bon sens. Un peu trop même. Exactement. Et bon, mais on va parler d'un autre combat qui nous intéresse et on reçoit donc, c'est un plaisir et un honneur, ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir, Monsieur Stéphane Hatch-Chauffourier, le coach et le manager, l'homme qui a façonné Saladin Parnasse. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour à tous. Bien, on est ravis de t'avoir et on va parler de ce combat contre Marian Ziolkowski. Il est l'homme qui a construit Saladin Parnasse et bien d'autres combattants. Façonneur de talent, entrepreneur multicasquette qui gère la plus grande salle de France de MMA en nombre d'adhérents, Stéphane Hatch-Chauffourier est un personnage qui compte dans le paysage du MMA français et qui fait face le week-end prochain à un énorme défi. En Pologne, dans le stade national de Varsovie, face à une foule qui devrait atteindre 60 000 personnes, Saladin Parnasse va tenter de devenir double champion incontesté du KSW en ajoutant le titre délégué de Marian Ziolkowski à sa couronne des plumes. Une étape de plus dans le chemin vers les sommets de celui qui est vu par beaucoup comme le plus gros talent du MMA français. Le RMC Fighter Club reçoit Hatch pour évoquer ce choc à venir pour Parnasse et revenir sur son parcours. La France a un génie. Elle va enfin le découvrir. Tout le monde sait que c'est moi le vrai champion de la catégorie. Saladin Parnasse, celui que l'on surnomme Kylian Mbappé du MMA. À 25 ans, il est déjà le champion du monde des 66 kilos du KSW. Mais Saladin Parnasse rêve de beaucoup plus. Il rêve de lourd. Une deuxième ceinture dans la catégorie supérieure. Pour cela, il doit affronter un monstre, Marian Ziolkowski, et toute la Pologne dressée derrière lui. Ziolkowski Parnasse, samedi 3 juin en direct sur RMC Sport 2. Merci avec Saboulin pour nous avoir calé cette petite bande-annonce. Stéphane, ça met dans l'ambiance, non? Un génie qui va faire face à un monstre, ça nous met dedans, Écoute, en tout cas, grosse pression pour nous, un peu moins pour ça là, parce que les grosses échéances, il connaît, mais ça va être une sacrée soirée. Alors, dispositif spécial déjà, qu'on vous rappelle sur RMC Sport, ce combat sera sur RMC Sport à suivre le week-end prochain, samedi prochain. On aura nos commentateurs, Taylor Lapillus, Antoine Simon, qui seront là-bas en Pologne. Gros dispositif, soirée spéciale avec un plateau, donc on vous attend tous pour suivre Saladin, bien sûr, ce samedi. Et puis, il y aura un film, on vous l'annonce au moment où on enregistre, le film n'est pas encore diffusé, mais je pense qu'au moment où vous écouterez le podcast, ce sera le cas. Allez voir un film sur Saladin Parnasse des équipes de Laurent Salvaudon, ça va encore être une pépite et qui va vous permettre de mieux découvrir, si vous le connaissez pas encore bien, qui est Saladin Parnasse, notre pépite. Faut arrêter la superstition aussi par rapport au film. Oui, vous avez intérêt à gagner, Stéphane. Tu connais la superstition? Ouais, je la connais, j'y réfléchis depuis quelques temps maintenant, mais ça va, c'est le 4e documentaire, donc ça... Il n'y a pas trop de récurrence, voilà. Et tu sais que les séries sont faites pour être terminées, donc c'est à ça là de la terminer. Exactement. On va rappeler, c'est parce qu'à chaque fois, apparemment, les internes et nos auditeurs... Sur cette année, en tout cas. Disent qu'à chaque fois qu'on fait un film, ça amène une défaite. Mais non, mais ça veut rien dire. Cette année, il y a eu Nassourdine, Cyril et Mansour, mais bon, on sait que voilà, on va vous prouver que ça veut rien dire. Exactement, Stéphane. Question bateau pour commencer, mais comment s'est passé? Vous partez demain, on enregistre lundi, vous partez mardi en Pologne. Comment s'est passé la prépa? Tout va bien pour Salah, dans la tête comme dans le corps? Ouais, Salah, y a rien à dire, si ce n'est qu'il se prépare comme toutes les autres préparations, donc ça s'est super bien passé, 2 entraînements par jour. Là, on a calmé un petit peu la dernière semaine pour être en pleine forme le jour J. Et voilà, et puis je fais un petit clin d'œil aussi à ses coachs de toujours, Arnaud Templier et Boris Johnstomp. Donc voilà, ils font du super travail depuis des années avec nous, donc un petit clin d'œil au préparateur physique Michel Gillot. C'est un événement, donc je te donne la parole Joe, c'est un événement quand même à part, ce Colosseum, c'est la 2e édition pour le KSW, puisque je l'ai rappelé, c'est dans le stade national de Pologne à Varsovie, 60 000 personnes attendues. J'ai vérifié ce week-end, ils ont fait un tweet, ils ont vendu 45 000 places, mais je pense que la dernière semaine, tu vas en vendre encore pas mal. Tu vas atteindre 60 000, c'est plus que le record UFC. Le record d'affluence à l'UFC, c'est 57 000 à Melbourne, à Adesanya Whittaker en 2019. Il vous en parle, ça là? C'est quelque chose
qui est important pour lui ou qui lui passe au-dessus de la tête parce qu'il a ce mental-là? Parce que c'est quand même, tu vas faire du MMA devant 60 000 personnes, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais encore une fois, Salah, lui, son objectif, c'est le combat. Tout ce qui se passe autour, il oublie un petit peu. Donc il est focus. Chaque fois qu'on le voit, c'est pour être à 100% dans son entraînement. Et tout ce qui va se passer autour, lui, il reste dans sa bulle, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ça, sa force. Et le connaissant, tu penses que ça va pas du tout jouer sur lui? Même quand il va débarquer à l'entrée, tu vois, et aller vers la cage, ça va pas le perturber? Encore une fois, l'avantage qu'a Salah par rapport aux autres combattants, c'est que très jeune, il est rentré dans des grosses salles de 10, 15 000 personnes au KSW. Donc l'expérience va faire que la pression sera moindre. Maintenant, si tu me poses la question, personnellement, moi, c'est la pression. Ouais. C'est la pression parce que 60 000 personnes, on n'est pas chez nous. Donc, il va falloir faire le taf correctement. C'est 60 000 personnes hostiles. C'est 60 000 personnes qui seront pour Marianne. C'est ça, exactement. Est-ce que tu penses que ça peut jouer si jamais ça va à la décision? Le fait qu'il y ait de l'ambiance, le fait que ça soit en Pologne, chez l'adversaire. Est-ce que tu as peur de ça? Alors, je vais tenter d'être franc avec vous. Ça va être du 50-50. On est en Pologne. On sait comment ça se passe à l'étranger en règle générale. Ça joue à un poil de cheveux. Maintenant, faut savoir que Salah, il est connu et reconnu en Pologne en tant que tel. Donc voilà, je pense que les juges vont faire leur boulot. Et si la victoire doit revenir à Salah, elle reviendra à Salah. Bon, faut finir de toute manière. De toute façon, l'objectif, c'est de faire du Parnasse. Donc ça veut dire que la moindre opportunité, on va la saisir et on finira le combat. Et aussi une autre question par rapport à l'ampleur de l'événement. Donc nous on te reçoit, et c'est un grand plaisir de te recevoir. On a déjà eu Saladin plusieurs fois. Gentil. Donc Alexandre rappelait qu'on allait faire les équipes de Laurent Salvenon faisaient le film sur Saladin. T'es pas quand même un peu frustré de te dire que Saladin et toute la team, toi aussi, vous participez à un événement d'ampleur énorme à l'échelle européenne, et qu'en France, mine de rien, la médiatisation, elle est pas, je trouve, à la hauteur de l'exploit, de la grandeur de l'événement auquel vous allez participer? Écoute, après, il faut laisser le temps au temps. C'est vrai que ça fait 13-14 ans que Salah s'entraîne. Il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, c'est vrai. Mais bon, je pense que cette année, ce sera son année, puisque la reconnaissance du MMA a eu lieu il n'y a pas très longtemps. RMC Sport a acheté le droit du KSW, ça tombe très très bien, donc ça mettra en lumière Saladin Parnasse et plein d'autres combattants qui ont signé sur cette organisation. Donc ouais, laissons le temps au temps. Je pense que cette année, ça devrait le faire pour Saladin. C'est un processus qui est sur le long terme. On sait le MMA a été légalisé en France il y a 3 ans. On va dire que le monde médiatique autour se crée au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a que RMC Sport dans les grands médias qui font un suivi en tout cas permanent. Il devrait être en une de l'équipe. Hein. Mais c'est voilà, je pense qu'on va arriver dans les années à venir à ce que l'équipe, par exemple, fasse beaucoup plus de focus. Les grands médias sportifs globalement, au-delà des RMC Sport, fassent des focus là-dessus. Comment tu juges toi l'évolution depuis 3 ans là-dessus? Ça va dans le sens que tu t'attendais, tu vois, la médiatisation 3 ans après la légalisation, elle est au niveau où tu l'attendais toi? Tu pensais pas que ça irait plus vite que ça? Non, moi, je pense encore qu'il y a encore du chemin à parcourir. C'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'en 2-3 ans, on a pas mal avancé sur le développement du MMA, grâce à RMC en partie, grâce au travail de différents clubs. Grâce aux combattants aussi, aux coachs, bien sûr. Les coachs, les combattants, bien sûr, ils font le job. Mais bon, on est encore aux prémices du développement. J'attends la suite. Bon, on parle de ce combat samedi, donc Marian Ziolkowski, le champion des légers du KSW. C'est un combat qui aurait dû avoir lieu l'an dernier. Et puis il a été reporté, forfait de Ziolkowski. Il y a eu deux tentatives avec Marian. Une première fois, blessure soi-disant. Une deuxième fois, on sait plus trop. Blessure ou blessure du courage? Ça, écoute, Dieu seul le sait malheureusement, mais moi je pense que il savait qu'à un moment donné, le chemin allait se croiser avec Saladin, donc ça méritait une très très grosse prépa de sa part. Comme je vous le dis, c'est un combattant intelligent. Il savait qu'il devait, quoi qu'il arrive, défendre sa ceinture, et pour la défendre, il faut se préparer, parce que se préparer avec un combattant lambda, ok, pas de problème, sauf qu'en face de lui, il a quand même une petite pépite qui sait tout faire. Donc et un gaucher, donc il faut se préparer pour un Saladin Parnasse. Et ça vous avait permis, le report de ce combat-là avait fait que vous aviez fait la ceinture intérimaire en novembre dernier contre Sébastien Rajewski, victoire par étranglement arrière au 4e round. Rajewski qui est aussi le dernier combat de Ziolkowski en juin 2022, victoire sur décision unanime.
On le disait un peu en off avant de commencer l'émission, Stéphane, c'est la particularité aussi de Marianne, c'est que il est très grand. Il est très grand, il a une grande allonge, plus grand que Saladin, plus grande allonge. Saladin, c'est plutôt un grand featherweight, mais plutôt un lightweight normal, on va dire, un gabarit normal. C'est la principale point qui vous inquiète? Il fait 1m85, Jokolski. Ouais, et Saladin 1m79. Ouais, Saladin fait 1m78, 1m79. Alors, comme on l'expliquait en off, c'est le combattant qui va certainement nous poser peut-être le plus de problèmes de par son allonge, de par sa grandeur, de par son intelligence de combat, de par son expérience aussi, parce qu'il a quand même fait une décision contre Gamrot, et Gamrot, on connaît son parcours à l'UFC, c'est pas rien, donc c'était une décision. Mais j'ai confiance en Salah. On a travaillé pour, et je pense qu'on va trouver la solution samedi prochain. Ouais. C'est aussi un spécialiste plutôt du combat debout. Marianne, c'est quelqu'un qui va mettre son striking en avant. Ouais. Il utilise pas mal son jab. J'avoue, je le dis, j'ai vu que 2 combats de lui. Je trouvais une bonne utilisation de son jab. Travaille bien en combinaison aussi. C'est quoi le point faible que vous avez décelé sans rentrer trop dans les détails, même si je pense qu'on nous écoute pas en Pologne. Oui. Non, je vais pas rentrer dans les détails. On connaît son point fort. C'est quelqu'un qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a de l'expérience, il a un jab assez intéressant, dans le sens où il le suit très très bien avec son bras arrière. Donc voilà, ce sera à nous d'être vigilants. Mais avec la vivacité de Saladin, je suis pas très inquiet, même s'il faut rester vigilant, parce que le MMA reste un sport hyper complet, et à tout moment il peut se passer quelque chose. Il est pas mauvais au sol non plus. Il a un sol qui est, je dirais, il est plus un sol jiu-jitsu et pas vraiment MMA. Tu vois ce que je veux dire par là? Je comprends tout à fait, et c'est l'analyse qu'on a pu en faire aussi avec les coachs. Il n'a jamais eu affaire à une personne qui maîtrise le ground and pound comme ça, là, peut le maîtriser. Ouais. Donc ce sera pas le même combat qu'avec les autres combattants sur la partie sol. Donc on n'est pas trop inquiet, même si, encore une fois, il faut rester très très vigilant, parce que il est grand, il a des longues jambes, il y a des choses qui peuvent se passer, il est sur son dos, il y a un petit danger, mais je pense qu'avec la pression que Saladin est capable de mettre, ça peut annihiler cette force-là. Voilà, on va jouer là-dessus en tout cas. On va jouer sur la vivacité de Salah, sur les phases au sol, et faire du parnasse, c'est-à-dire être explosif sur cette partie-là. Tu penses quoi de son gabarit? Alors, on a parlé de sa taille, de son allonge. On sait que Salah, il monte en lightweight. On ne sait pas si c'est un move qui est censé être permanent. Jokolski, lui, c'est un vrai lightweight. Tu penses que ils vont être à combien sur la balance le soir du combat? Pas le jour de la pesée, mais le soir du combat. Moi, je pense que Marianne sera aux alentours de 82 kilos, 82-83 kilos, et que Salah, en termes de rebond, on va rester sur ce qu'on sait faire. On sera sur 74-75 grand maximum. Voilà, histoire d'être pas trop lourd, parce qu'on a besoin d'être vif et agile. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est cette agilité aussi, cette vitesse de Saladin, on va pouvoir en parler aussi, mais les qualités de Saladin sur ça, comme sur le cardio, comme sur le striking. Enfin, Saladin, voilà, c'est Saladin. Je voulais te poser une question, parce que toi, on ne te l'a jamais posé. Nous, on y a déjà répondu, on a déjà répondu par la positive à ça. C'est le numéro 1 pound for pound français pour toi, Saladin Parnasse? Si on les met tous au même poids, à la même taille, c'est lui qui gagne le tournoi à la fin? Ouais, sincèrement, je dis pas ça parce que c'est mon petit. Mais il a 25 ans, il a un parcours exceptionnel. Il a un palmarès sans équivalent. Je veux dire, il a tout pour lui. Et qui peut encore prendre une belle ligne samedi soir. Et voilà, on est au début, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de chemin avec le KSW, mais je pense qu'il reste tout à faire encore. Il reste tout à faire. Donc, il a 24 ans, on rappelle, Saladin. 25 ans, mais. 25 ans. Mais non, il y a tout à faire, et je pense qu'il est numéro 1 incontesté. Ouais. Si tu parles, tu dis pound for pound, moi, tu sais que. Je pense qu'Abdoul, avec les qualités très particulières qu'il a, si on faisait un combat, tu vois, un vrai tournoi, etc., je pense que ça se jouera entre Saladin et Abdoul, mais après, en termes d'accomplissement, c'est impossible de ne pas mettre Saladin devant. Et quand tu rappelles son âge, moi, on en parle souvent, mais il y a une des évolutions qu'on a vues chez Saladin. La première fois qu'on l'a reçu, c'était il y a quoi? Il y a 3-4 ans? Ouais. Il y a 3-4 ans, même l'évolution en tant que
comme, tu vois, l'aisance derrière le micro, la manière de s'exprimer. J'ai l'impression qu'on le voit progresser sur tous les domaines, que ce soit dans la cage et en dehors de la cage, à vue d'œil, quoi. Bah, en même temps, vous l'avez connu, c'était un bébé. On faisait des petites interviews. Il n'avait pas trop la maîtrise. Maintenant, voilà, c'est des questions qui sont redondantes. Donc pour lui, il commence à avoir l'habitude. Merci pour nous. Non, je rigole. Mais il a raison, les médias on pose toujours les mêmes genres de questions. Pas nous. Mais non, il est plus à l'aise et c'est tant mieux. Et puis dans le combat, c'est pareil. Il commence à prendre de la maturité et ça devient intéressant même pour nous. Il y a forcément une différence de toute façon entre 20, 21 et 25 en termes de maturité. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on l'avait fait venir la dernière fois, le thème c'était il y a une vie à côté de l'UFC et on lui parlait quel était son projet de vie entre guillemets, quels étaient ses projets sur 15-20 ans, et j'ai trouvé que pour un jeune de moins de 25 ans, il avait une vision quand même très très claire, une expression très 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 lucide sur ça, ce qui est pas toujours facile, quoi. Puisqu'on parle de son âge, on est encore loin du prime de Saladin Parnasse selon toi, Stéphane? Oui. Ouais, je pense qu'il peut encore évoluer. Ouais, sur une échelle de 1 à 10, nous on le met à 6-7. Donc ça nous laisse présager un bel avenir pour lui. Maintenant, c'est sûr qu'il se donne à 100% et il peut encore prendre en maturité d'une part, même si il en a pas mal. Maintenant, en termes de lutte, il peut prendre plus. En termes de sol, d'un point de vue technique, il peut apprendre plus. D'un point de vue cardio, ce sera un peu difficile, mais on va travailler encore plus parce que voilà, lui, ce qu'il veut avant tout, c'est repousser ses limites. Mais c'est un acharné du travail, c'est incroyable. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est de la folie. Il loupe aucun entraînement, il est là, et même si le coach n'est pas là ou il est en retard, il démarre sa séance quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est juste incroyable, et il mérite vraiment cette reconnaissance aujourd'hui. Mais même de la maturité physique, c'est quelque chose qui est physiologique. Au final, il a à peine 25 ans. C'est quoi la maturité physique chez un homme? C'est vers la trentaine. Ouais. Voilà, donc t'imagines le gain qu'il peut avoir juste en force pure, ça peut être assez exceptionnel. Bah c'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est un début d'aventure. Le reste restera encore plus beau parce que dans 4-5 ans, vous imaginez déjà la machine de guerre qu'on peut avoir aujourd'hui et ce qu'on pourrait avoir dans 4 ans, c'est juste incroyable. Si je te suis, si on est à 6-7 sur l'échelle de 10, bon courage pour les adversaires quand il atteindra 10, parce que ça va être un bordel. Non, parce que nous, excuse-moi de te couper, Alex. Non, t'inquiète. Parce que le petit, on connaît toutes ses qualités, on connaît aussi ses défauts, et voilà, on fait tout un travail là aujourd'hui pour gommer ces petits défauts pour qu'ils soient au top du top le jour J. J'en profite, excuse-moi, pour une question que j'avais, c'est si tu dois en dire une à chaque fois, la plus grande force de Saladin aujourd'hui, et le point qui selon toi est le plus à améliorer dans l'avenir. Le point le plus positif pour moi, c'est sa rigueur, c'est indéniable. Et puis le travail à accomplir pour lui, moi je pense que c'est la partie technique. Parce que lui, aujourd'hui, ça là, il fait tout à l'instinct. Et c'est très bien, ça paye. Mais si on lui apporte ce petit plus qu'est la technique sur la partie sol ou la partie lutte, je pense que ça là, devient difficile. Là, ça devient... C'est l'avantage parce que la technique, tu peux l'apprendre. L'instinct, tu l'as pas. L'instinct du tueur, tu l'as pas. Et si tu l'as déjà de base, c'est quand même un avantage. Le curseur, il est assez haut au niveau de l'instinct, au niveau de l'envie. Il est déjà très très haut le curseur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à travailler la partie technique encore et encore. Et vous savez, on apprend à tout âge, donc il y a de quoi faire encore. Surtout au sol, Joe, tu voulais dire. Non, c'était exactement la même question, tu vois, on est connectés. Exactement. On rappelle, parce qu'on n'a pas cité pour l'instant le parcours, c'est que Saladin, il pousse la porte de ta salle, la Hatch, à 11 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, vous voyez, il disait, ça fait 13-14 ans qu'ils sont ensemble. Souvent, il l'a dit, Saladin, il l'a dit à notre micro, t'es un deuxième papa pour lui, enfin voilà, t'es le papa sportif, le papa de sa carrière sportive. Est-ce que, parce que tu l'as déjà raconté 50 fois votre rencontre, donc je vais pas te refaire raconter ça, mais est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir, le premier souvenir où tu t'es dit, ok, le gamin il est spécial, ok, il y a un truc en plus avec lui? Non, mais en fait, dès l'instant qu'il a franchi la porte et qu'il a commencé à faire ses premiers entraînements, il était déjà assez imposant. Il avait un gros gab, ça là. Il était un peu bedonnant. Et non, mais à 11 ans, il était bedonnant, ça là. Et il avait une agilité déjà. C'était un petit gros pour être par les gens. Voilà, pour reprendre ton terme, c'était un petit gros. Mais un petit gros hyper agile.
il avait déjà une boxe à son âge. C'était incroyable cette agilité qu'il avait pour un petit gros, pour reprendre ton terme une nouvelle fois. Et non, c'était impressionnant. Et là, je me suis dit, ce petit-là, s'il continue, et si on arrive à bien s'en occuper, il pourra aller très loin. Donc en fait, c'est dans les premiers instants. Ouais, c'est quasi tout de suite, quoi. Voilà, c'est quasi tout de suite. Après, on sait qu'à 11 ans, le chemin est long. Il faut déjà, t'as l'école, t'as les rencontres extra sportives. Il y a tout ça. Donc c'était pas gagné, mais il a su prendre le bon chemin et être à l'écoute. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est au top. Comment t'expliques la durabilité, la longévité de votre relation? Vous êtes ensemble depuis 13-14 ans. On sait que dans ce milieu, souvent il y a des petits drames, les gens se quittent, les gens se mettent des couteaux dans le dos. Vous, j'ai l'impression que tout est relativement idyllique. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a chauffé? Et puis comment ça se fait que vous êtes toujours ensemble et que le duo fonctionne toujours aussi bien? Non, écoute, il y a déjà de grosses affinités. Nous, on l'encadre, comme on le dit là depuis tout à l'heure, depuis près de 14 ans. Il a un super coach de pied-point qui est là depuis le début aussi, qui lui apporte tout son savoir. Il y a Boris qui nous a rejoint il y a 9 ans pour nous seconder sur la partie transition. Donc non, tous ces ingrédients ont fait qu'il s'est rendu compte qu'on voulait qu'il réussisse. Donc ouais, il est pas bête. Il sait qu'il est entouré d'une très bonne équipe et qu'il a aucun intérêt à partir ailleurs. Même si en termes de sparring ça devient très très compliqué parce qu'on est obligé bien sûr de faire quelques sorties à l'étranger pour essayer de pallier à ça. T'arrives à faire venir du monde à la On arrive à faire venir du monde et j'en profite pour des petits clins d'œil aujourd'hui à Faresiam qui nous a aidé pour la prépa de Salah. Donc non, tout ça c'est sympa, mais il va falloir quand même pousser les portes des teams étrangères pour se confronter à d'autres combattants. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà à l'horizon? Ouais, et puis même ça là, à un moment donné, il faut partir. Alors ce sera soit le Canada, soit les États-Unis, mais il faut partir pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Tristar, voilà. Au Canada? On sait pas encore. On est en train de prendre quelques adresses et voilà. Et quand on dit, pour préciser, partir, c'est pas partir de l'âge, c'est aller prendre ce qu'il y a de bon à faire ailleurs pour revenir. Oui. Enfin, c'est rester à l'âge. C'est un sujet qui est intéressant. On est d'accord? Je ne fais aucun parallèle, mais toi, tu encourages tes athlètes à faire ça? Ah mais complètement. Non mais si j'ai pas ce qu'il faut entre guillemets au club, alors ne pas avoir ce qu'il faut, ça veut pas dire il nous manque beaucoup de choses. Non, il nous manque juste un peu de sparring dur. Voilà, on a les Fabakary Diatta qui sont là, mais le pauvre, il peut pas faire tous les sparring avec ça là, c'est hyper compliqué, mais il est tout le temps là. Donc déjà, je lui tire mon chapeau, mais ça suffit pas. On a les frères Kwadja qui sont là, qui sont à 84 litrons pour pouvoir tourner avec Salah, mais ça devient aussi un peu trop lourd aussi pour Salah qui a besoin un peu d'agilité en face de lui, un peu de vitesse, un peu de technique. Donc ça, on pourra le trouver certainement dans d'autres clubs à l'étranger. Oui, pour répondre à ta question, Jonathan, j'encourage mes athlètes à aller chercher peut-être ce que je n'ai pas au club. Ouais, c'est bien. C'est magnifique. C'est une bonne position. Joe parlait tout à l'heure de la communication de Saladin que nous on a vu au fil du temps s'améliorer quand on le recevait. C'est quelque chose dont il est demandeur? Ou c'est parce que le connaissant, je suppose que non. Ou c'est toi qui pousse un peu parce que tu sais que c'est important et qu'on est dans un monde où il faut savoir communiquer aujourd'hui. Non, je sais que c'est important. Maintenant, c'est pas son truc, ça là. C'est pas son truc. On a tenté de mettre des séances de média training en place. Maintenant, lui, il veut tout faire à l'instinct, au naturel. Ouais, puis ça peut être pas son truc, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Mais ça marche, c'est bien. Il s'en sort bien. Hein. Pas son truc aujourd'hui, mais je pense qu'il se défend plutôt pas mal si on doit comparer cette année aux années précédentes. Donc voilà, moi j'aime pas forcer les choses avec lui. Pour l'instant ça lui va bien. Ça comme pour l'instant j'ai trop rien à dire. Ça comme vidéo, c'est pareil, il s'en occupe très très bien. Le merchandising à côté. Non, voilà, c'est très américain en fait. Il sait s'entourer de bonnes personnes, ça c'est sa force. C'est sa force. Ouais, même t'as raison sur le merchandising et tout. J'aime beaucoup ce qu'il arrive à faire en ayant créé cet univers un peu super prodige et tout autour de ça. Il a créé un univers où il a pas besoin de trop ouvrir sa bouche. Non. Tu vois, les gens l'identifient comme le prodige, donc voilà, ses résultats parlent pour lui. Mais en
en tout cas, je le redis, l'évolution qu'on a pu constater chez lui dans son aisance derrière un micro en 3-4 ans, elle est impressionnante. Oui, tout à fait. Pour rester un peu sur ça, là, j'avais quelques petites autres questions avant, parce que je voulais aussi qu'on parle un peu de toi et de ton parcours, Stéphane, maintenant que c'est là. Mais on a vu récemment la seule défaite en carrière de Saladin, Daniel Torres. A été positif récemment aux amphétamines et à un stéroïde, le drostanolone. Quelle réaction on a quand on est devant cette nouvelle-là, et est-ce qu'on est très énervé, pour pas dire plus fort que ça? Sincèrement, on n'est pas surpris. Non, c'est ça. On n'est pas surpris. Tu pars en Pologne, tu sais que les gars, on l'a dit souvent, ils sortent de la pesée, ils sont à... Alors tout à l'heure, je disais 82-83, mais pour pas dire 85-86 pour un Torres, qui était énorme le jour du combat. Donc non, on n'est pas surpris. Il faut juste travailler peut-être 2 fois plus qu'eux à l'entraînement. Et c'est ce que fait Salah. Et ça finit bien entendu par payer. Maintenant, pour revenir à Torres, on est en train de faire des démarches. Ouais, pour que la défaite soit... soit pour que la défaite soit inversée, parce qu'en effet, on n'est pas sur... c'est pas équitable du tout. Non, et puis là, on parle de stéroïdes. Là, mais le contrôle était quand? Il est après. Après. Oui. Mais juste après le combat. Je sais pas le timing exact. Je veux pas te dire de bêtises, donc je préfère ne pas te dire, parce que je dis pas de bêtises. On a mis un avocat sur le coup, on va voir et on verra ce que ça donne. Maintenant, au moins essayer le no contest, au moins qu'il y ait oui, et puis bon, voilà, le match est fait, mais simplement, ce qui serait bien à l'avenir, c'est que il y ait une cellule antidopage là-bas en Pologne. On sait que c'est compliqué dans ces pays-là, mais c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres combattants. On pense à Benoît Saint-Denis contre Éliseu. Éliseu a été positif depuis, ça c'était à l'UFC, mais on l'a déjà répété ici, en Pologne, c'est un peu le Far West à ce niveau-là quand même. Par contre, il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose, peut-être une exclue pour vous. On va tester Salah et Marianne dans les semaines qui viennent en Pologne. Voilà, donc ça c'est une demande aussi de Martine avec mon accord. Pour que les jeux soient égaux. Très bien. Et on va demander aussi, parce qu'on se déplace quand même en Pologne pour faire le test antidopage, on n'aime pas les surprises, donc on va aussi demander à Marianne, donc on a accepté cette demande de la part de Martine, donc organisateur du KSW, à la seule condition que Marianne fasse aussi vienne en France avec la FLD pour faire le contrôle antidopage avec Salah. Tu as bien raison, parce que pour avoir étudié ces dossiers-là, il y a une énorme différence entre la façon dont traite la FLD et d'autres agences antidopage, notamment dans ces pays-là. Donc tu as bien raison, parce que ça peut compter. Ce sera la condition pour qu'on puisse faire le test là-bas. Et nous, on est complètement ouverts à ça. Autre question que j'avais, rien à voir sur Salah, mais on a reçu, on l'avait hier soir à l'antenne, qui boxait chez nous, le petit Bakary Samaké, une des pépites de la boxe anglaise en France, qui est un sparring depuis longtemps de Saladin Parnasse, depuis plusieurs années déjà, puisque quand j'avais fait le papier sur lui il y a 2 ans, j'avais fait parler Saladin qui racontait leur séance de sparring. Et Bakary, la semaine dernière, on l'a eu sur notre chaîne Twitch, et les streamers lui ont parlé de ça donnerait quoi Salah en boxe anglaise. Et Bakary disait, si jamais il s'y mettait, vous auriez de très grandes surprises du niveau qu'il pourrait atteindre. Qu'est-ce que t'en penses, et est-ce que c'est une idée qui vous titillerait à l'avenir ou pas du tout? Bon, je pense que si tu me poses la question, c'est que tu as peut-être quelque chose derrière la tête, mais c'est pas faux. Bien sûr que ça nous titille. On est déjà sur un combat éventuel. On attend juste les autorisations de la part de Martine pour lancer Salah. Alors c'est pas d'actualité parce qu'il a des grosses échéances aujourd'hui avec le MMA. Mais c'est dans les plans. Mais bien sûr que c'est dans les plans. Et pourquoi pas une collab avec RMC pour faire ce premier combat en anglaise. Écoute, la porte est ouverte, je pense. Je pense que la porte, ça nous intéresserait de voir ça là en anglaise. Mais il nous en avait parlé, je te rappelle. Oui, tout à fait. Il avait commencé. Ses objectifs. C'était une de ses idées, en effet. Mais je voyais, vu ce qu'a dit Bakary, ça me semblait se rapprocher un peu plus. La propreté de sa technique en anglaise pure qu'on peut entreapercevoir dans les combats de MMA, ça peut être très intéressant. Et puis on rappelle, par exemple, Taylor Lapulus a fait un combat de boxe anglaise aussi. C'était un bourbier, c'était déplacé en Asie avec un taux d'humidité qui était assez énorme. Et puis ça s'était très très bien passé. Si ça permet de prendre un chèque à côté et d'élargir ta fanbase, c'est parfait. Et d'élargir aussi ta palette. De toute façon, on pense aussi à Francis, bien sûr, Ngannou, qui traque un combat de boxe en ce moment. Il y a de toute façon des parallèles entre ces milieux-là, c'est évident. Et la dernière sur ça là, je vais pas te demander quand est-ce que vous allez à l'UFC, parce qu'on vous la pose tout le temps. Et parce que nous, on pense pas que ce soit forcément dans son intérêt. Exactement. Je vais plutôt te demander l'inverse. Est-ce que ça vous saoule ?
qu'il n'y ait pas une seule interview où on vous demande pas quand est-ce que c'est l'UFC. Enfin, ça me dérange pas trop, si ce n'est qu'on a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Le problème, c'est qu'à l'UFC, on est considéré un petit peu comme des pions, alors qu'au KSW, on est quand même mis sur un piédestal. Et puis, on est plutôt bien accueilli. Et attends, j'en précise, financièrement aussi. Mais quand je dis bien accueilli, c'est aussi dans ce sens-là. Voilà. C'est aussi dans ce sens-là. C'est que ça n'a rien à voir. C'est peut-être, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, mais moi aujourd'hui, je l'affirme, c'est peut-être 10 fois ce que propose l'UFC. Et peut-être. Bon, il rentrerait pas à 20 000 plus 20 000. Mais même s'il rentrait à 40, 50, mais même si on nous propose 50 plus 50, ça ne nous intéresserait pas. Oui. Voilà. Donc après, vous en déduisez ce que vous voulez là-dessus. Mais ça là aujourd'hui ne vaut pas 50 plus 50, même à l'UFC. Alors je sais pas qui est rentré à 50 plus 50 à l'UFC, mais nous on n'accepterait pas. Alors aujourd'hui, oui, notre intérêt premier, c'est d'être numéro 1 mondial. On est tous d'accord là-dessus. Un jour, on ira chercher la place du numéro 1. Mais aujourd'hui, si on peut faire un peu de sous et mettre tout le monde à l'abri. Ouais. Je pense que c'est important. Il n'a que 25 ans. On est à l'abri de rien. Des Mbappé, il y en a des centaines. Sauf qu'il y en a un qui est sorti. Les blessures, les rencontres bizarres. Il se passe plein de choses dans la carrière d'un sportif. Donc si aujourd'hui il peut prendre des sous, laissons-le prendre des sous. Et une fois qu'il aura mis tout le monde à l'abri, et ben là, tapons à la porte. Il n'y a aucun souci. C'est bien comme tu dis. C'est pas si, c'est on ira un jour. Mais pour l'instant, on met à exactement. Et on rappelle. Vas-y. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est pour. Je pense, tu me dis si j'ai tort Stéphane, mais pour quelqu'un comme Saladin, d'avoir une sécurité financière, d'avoir des fonds, ça permet peut-être de faire des meilleurs camps d'entraînement, de faire venir des meilleurs sparring et d'être plus prêt le jour J où tu dois vraiment te confronter à ce niveau de l'UFC. Et puis même rendez-vous compte quand même, c'est que psychologiquement, le gars il est plus à l'aise en se disant putain, j'ai couvert mes arrières, bien sûr. Le combat il peut m'arriver n'importe quoi, je vais donner ma vie. Alors plutôt que de se dire putain j'ai pris un petit chèque et putain si ça s'arrête maintenant waouh, j'ai plus droit à l'erreur. Mais t'as tellement raison. Je rappelle plus qui, il y a 2 semaines, là, un des combattants de la carte de l'UFC qui montre qu'il lui reste $7 sur son compte avant un combat. Il y a un moment, tu peux pas être bien dans la tête pour préparer un combat quand il te reste $7 avant la fight week. Enfin, c'est juste pas possible. Donc moi, et on rappellera, parce qu'on l'a plus d'une fois dit ici, Joe, et chaque fois qu'on pourra le dire, on le dira, c'est du prize fighting. Ils sont on prend pas des coups pour le plaisir de prendre des coups, c'est pour gagner sa vie, c'est pour construire un avenir. Et quand on peut s'assurer financièrement, on s'assure financièrement parce que comme tu l'as dit, Stéphane, tout peut t'arriver. Tu peux te prendre une blessure, tu peux te briser les genoux, peut arriver un accident de la route où tu t'y attendais pas et puis d'un coup tu peux plus combattre. Quand on peut mettre à gauche, comme on dit, on met à gauche. Tout simplement, c'est ce qu'il faut faire. On parle un peu de toi quand même, de ton parcours, parce que ça nous intéressait en étant là aussi. Un petit peu. Comment tu viens déjà au MMA? Je sais que je dis pas de bêtises, t'es ancien champion de France de lutte par équipe. J'ai commencé avec Bagnolet à l'époque. J'ai fait 3-4 mois à Bagnolet. Après, je me suis rendu à l'US Métro, à l'époque qui était club numéro 1. Et cette place de numéro 1 m'intéressait fortement. Donc on s'est un petit peu tué en lutte. J'ai commencé très tard, j'ai commencé à 26 ans. Et je me suis donné jusqu'à faire des compètes de grappling, pousser les portes du Caging Club à l'époque, qui était tenu par Loïc Porra, élève de Basse-Ruitaine, où j'ai rencontré Moïse Rimbon, Cyril Diabaté et toute la clique. Alors c'est vrai qu'à l'époque, quand je suis rentré là-bas avec ma lutte, la lutte n'était pas trop à la mode, donc j'ai marqué un peu les esprits. Et j'ai commencé à faire des compètes de grappling. Je suis parti au Brésil pour préparer un combat. Malheureusement, j'ai plus fait la fête là-bas que préparer mon combat. Mais on t'excuse, c'est le Brésil. Voilà, c'est le Brésil. Et puis suite à ça, j'étais avec mon ami donc Jean-Louis Alberche, qui était l'un des précurseurs à l'époque, un pionnier du MMA en moins de 80 kilos. Et voilà, je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner pour diriger une section pied-point pour monter le club Hatch Academy. Il a accepté et on a monté ce club-là il y a près de 20 ans maintenant. Et ensuite, il a passé la main à son coach de l'époque qui s'appelait donc Arnaud Templier. Ouais. Voilà. Donc c'est une histoire qui dure et c'est des bonnes personnes. C'est un club, pour rappeler maintenant, aujourd'hui vous avez 2 salles, Pantin, Aubervilliers. Pantin, Aubervilliers,
Bobigny, donc aussi. Voilà, aussi. 2400 adhérents, tu nous disais en off tout à l'heure. 2400 adhérents. C'est énorme. Plus grande salle de France et de très loin. Comment ça, depuis 3 ans et la légalisation, on sent qu'il y a un boom du MMA en France, que ce soit médiatiquement, on en parlait déjà, mais même sur la pratique. Comment ça s'est passé là depuis 3 ans? Tu as senti un vrai boom, il y a une explosion, et comment tu gères ça? Comment tu gères cet afflux de personnes? 2400 personnes, c'est énorme à gérer, c'est une petite ville. Alors, il s'est passé plein de choses en fait, parce que nous, on a récupéré une très grosse salle en convention avec l'US Métro et la RATP à Pantin, justement, une salle de près de 1000 m². Le problème, c'est qu'au moment de l'ouverture, boum, Covid. Donc, on fait inauguration, tout ce qui va bien, on accueille du monde, c'est incroyable. Et une semaine après, c'est terrible. Fermeture. Ouais. C'était le coup derrière la nuque. Ça fait très mal pour se relever, c'était pas évident. Parce que je suppose tous les investissements derrière et tout. Oui. Les investissements, le remboursement des gens qui sont inscrits, du coup pas évident. Donc c'était une année gratuite l'année d'après. Parce que forcément, ils avaient payé. Alors, on en remboursait certains. Pour d'autres, il fallait faire une année gratuite l'année d'après. Donc, c'était pas facile. Et puis les résultats de nos athlètes ont fait que notre travail a fait que notre sérieux a fait que qu'aujourd'hui, on a Bobigny, on a Pantin, on a Aubervilliers et on explose les compteurs et c'est tant mieux, c'est mérité. Et à côté de ça, on a aussi une grosse enseigne avec qui on travaille depuis maintenant 6-7 ans qui s'appelle Fitness Park. Et on place tous nos coachs sur leur projet qui était de mettre dans leur enseigne des fight parks. Ouais. Donc on fournit tous les coachs à Hatch Academy sur les fight parks. Donc on forme. On a des amis aussi sur toute la France qui prennent le relais, qui donnent des cours au nom de la Hatch Academy. Et on a près de 23 fight parks à gérer. Okay. Donc c'est en termes de travail, c'est vrai que c'est énorme, mais en termes de retour c'est juste génial. Ouais, en termes de notoriété, puis financièrement, je pense que c'est intéressant aussi. Financièrement, oui, c'est intéressant, même si on a des profs à régler, mais ça reste intéressant pour nous. Ça nous permet de payer tout ce qu'on doit payer pour durer, parce que gérer un club, c'est pas facile. On a près d'une dizaine de coachs. C'est pas évident, mais ça se passe plutôt bien pour nous en tout cas. Alors, moi, la question que j'ai, c'est pas forcément sur ta gestion en tant que patron de salle, etc. D'accord. Mais je pense que tu es un témoin privilégié de l'évolution du MMA en France. Ça fait des années, des décennies que tu es dans le milieu. Tu as été un précurseur avec tes soirées 100% Fight qui ont vu passer quasiment la crème de la crème des combattants français. L'ensemble des meilleurs combattants quasiment français. C'est gentil de c'est vrai. Pour moi, ça fait bizarre de te voir parce que c'était toute une époque quand même, les soirées 100% Fight. Si je peux me permettre, Jonathan, c'est pas fini. Bien sûr. Mais je te promets que c'est pas fini. Non, mais bien sûr, mais à l'époque, c'était même pas du MMA, c'était du pancras. C'était du pancras. C'était dans un ring, c'était vraiment une autre époque. Moi, j'aimerais un petit panorama global, ce que tu penses de l'évolution du MMA depuis que t'es dedans. On sait que parfois, le MMA français, avec la légalisation, il y a eu des périodes un peu troubles, des guéguerres entre les diverses chapelles, etc. Toi, comment tu vois ça? Et comment tu vois sur l'avenir du MMA en France? Alors, c'est une très bonne question. Comment je vois ça? Déjà, à l'époque, je pense que j'étais tout seul. Donc c'était facile. Même s'il y en avait quelques-uns, comme Mohamed Temar, qui avait démarré avec le Kempo à l'époque, et certainement d'autres. Mais j'étais tout seul. Donc, je faisais mes petites soirées. Mais c'était pas forcément, comme on pourrait le croire, pour gagner de l'argent. C'était plutôt stratégique. Donc, aujourd'hui, je le dis, j'ai pas peur. Et ça tombe bien que vous me posiez la question. Organiser, c'est un investissement énorme. Ceux qui veulent gagner de l'argent en organisant, je vous dis sincèrement, c'est pas gagné du tout. Ma stratégie, c'était de mettre en lumière mes combattants de la Hatch Academy. Donc je les mettais en lumière. Alors Hatch Academy ou pas, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on connaît le résultat de certains combattants qui sont passés par le 100% Fight. Mais ça a permis de mettre en lumière un Zoumana Cissé à l'époque, un poids lourd extraordinaire, un Faba Karidiata, un Saladin Parnasse, un Franck Guillot que vous connaissez pas, mais qui était à 8-0, qui a fait les belles années de la Hatch Academy. Mansour est passé par là aussi, non? Mansour Barnaoui, non. Alors après, les hors Hatch académiciens. Mansour, Francis, Francis, Morgan, William Gomis. Bien sûr. Non, il y en a eu un paquet. Il y a une fierté pour toi de voir que
autant de monde, autant de grands noms aujourd'hui du MMA français sont passés par le 100%. Ouais, bien sûr que je suis fier. Après, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance, j'en attendais un peu plus, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a Saladin Parnasse qui est là pour lever un peu le flambeau, et ça me va bien. Maintenant, Puis on essaye aussi, tu vois, en te recevant. Oui, ça fait. C'est parce que tu as raison, c'est mérité. Enfin, pour tout le travail qui a été accompli, la lumière est méritée. Ça fait plaisir. Mais voir des Francis Ngannou avec le titre mondial qui est passé par le Contenders, c'est juste génial. Et il y en a plein d'autres. Bien sûr. Non, mais c'est clair, le voir au sommet là avec le titre. Je me rappelle, j'avais été voir un combat c'était un tournoi. Et Morgan Morgan Charrière qui avait arraché la jambe de William Gomis qui était sorti sur une clé de cheville. Sur une clé de talon, je crois. Je voyais pas très bien, les gens étaient fous. Et c'était le boxon. Alors les soirées, c'était dans le bon sens. C'est la deuxième défaite de William en carrière, la première étant Saladin Parnasse. Donc ça vous montrait le niveau qu'on avait à cette époque-là quand il y avait ce genre de confrontation. Et toi, par rapport à l'évolution, donc maintenant que c'est légalisé, il y a des Français qui ont percé à l'étranger, etc. Tu vois comment le paysage global du MMA français à l'instant T? Non, je pense qu'il faut, je vais pas faire ma langue de bois, mais il faut que le soleil brille pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations qui sont là. On va les citer. On a l'ARES, l'Hexagone, le MMAGP. C'est de bonnes orgas. Maintenant, est-ce que c'est des orgas rentables? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'elles vont durer? C'est la grande question. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là. Je pense on sera encore là dans 10 ans. En tout cas, je vais me battre pour. Et c'est ça l'intérêt, c'est de savoir si la pérennité. Exactement. C'est aussi ça qu'il faut voir. Alors, si c'est pour faire de l'argent, c'est certainement bien vu parce qu'il y a des investisseurs derrière tout ça. Mais maintenant, pour le MMA, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait de plus en plus d'organisations qui puissent voir le jour, bien entendu. Stéphane, vu tout ce dont on parle, je suis obligé de te poser cette question. Il y a une question que j'ai déjà posée à Fernand Lopez. Le côté multicasquette. Tu es coach, tu es manager, tu es promoteur via le 100% Fight, organisateur. Moi, je suis d'avis, je l'ai déjà dit dans cette émission, je pense qu'on ne peut pas être le meilleur partout. Et je suis d'avis que parfois, le multicasquette peut générer des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Et qu'à terme, je pense que le MMA, ça ferait du bien peut-être d'éviter ces possibles conflits d'intérêts en ayant des casquettes séparées. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à terme, il faudrait que ça se sépare? Ou est-ce que tu as une autre vision? Alors, il faut savoir que le MMA, déjà, c'est tout frais. D'accord, donc c'est tout frais, s'entourer de bonnes personnes tout de suite, c'est pas évident. J'ai été coach aujourd'hui, je délègue. T'as cité les coachs de Salah. J'ai cité les coachs de Salah, donc preuve qu'on réfléchit aussi un petit peu. En management, on a DNA Management qui gère plus d'une quarantaine de combattants, dont les académiciens. Et je me suis entouré d'une personne qui gère cette partie-là. Alors on collabore bien entendu ensemble, mais c'est lui qui gère la partie internationale. Donc là c'est pareil. Ensuite organisateur, il faut bien que je puisse organiser pour mettre en avant mes athlètes. Mais pour répondre à votre question, à terme, bien entendu, il serait bien de se différencier de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir plusieurs casquettes. Et on y réfléchit parce que, comme tu l'as dit, on peut pas être très bon partout, même si aujourd'hui, je pense que le bilan est plutôt positif. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose du tout. On l'a cité plusieurs fois ici. C'est pas quelque chose qu'on pointe du tout sur la France uniquement. C'est quelque chose qui se fait globalement dans le MMA. Graham Boyle au Cage Warrior, c'était le cas. Ali Abdelaziz avec WSOF, l'ancien PFL, il faisait ça il y a plusieurs années déjà. Ça a été interdit. Avec le LFA, avec les matchmakers de l'UFC. Enfin, c'est quelque chose qui est global. Et moi, quand je parle de ça, c'est pas que sur la France. Je pense que globalement, le MMA, il y aurait du bon à séparer un peu ces entités-là. Mais après, ce qui est rassurant, c'est que Hatch a mis en avant le fait que maintenant c'est plus lui qui coach vraiment ça là. T'as quand même une équipe technique autour de lui qui est capable de consacrer 100% de son temps sur non, mais tout seul, sincèrement, tu peux pas avoir la casquette du coach de pied-point, du coach de lutte, du coach de sol. Donc moi je manage un petit peu toutes ces personnes qui sont autour de lui et ça nous va très très bien. Ouais, cette définition dont on parlait de head coach aussi, le coach qui est au-dessus de ça. Et ma dernière question, juste Stéphane, tu voulais en rajouter une dernière? Vas-y, mais je pose ma dernière et tu poses ta dernière, comme ça on en a une chacun. Si tu dois nous donner un nom, parce qu'on connaît des noms de la Hatch Academy aujourd'hui, mais c'est un nom qu'on connaît pas encore, qui est à la Hatch Academy et qui va briller dans les années à venir. Cédric Doumbé. Non, on va parler d'un petit jeune. Oui, bien. Voilà, c'était l'idée. Oui, bien sûr. Alors on va le citer. Ouais, il mérite parce qu'il s'investit beaucoup. Un seul, tu m'as dit. Un seul.
C'est dur, non? Peut-être pour les autres. C'est dur. Et si t'as envie Ça d'en va citer être- deux ou trois ouais, derrière. c'est- Si t'as envie d'en Allez, citer deux ou vas-y, trois deux, derrière, trois, vas-y. Bon, laisse-moi en citer qu'un, c'est pas grave pour les autres. Ils savent ce que je pense d'eux, de toute façon, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a de belles pépites qui vont arriver, mais si je devais en mettre un devant, je mettrais Zakaria Amou. Devant en 61 kg et 66 kg, parce qu'il fait les deux. Voilà. Donc retenez bien son Le nom. nom est noté, Steph. Voilà, le nom est noté pour le futur. Joe, ta dernière et en boucle. Ouais. Et peut-être une autre pépite qui arrive derrière, parce que Zach, je crois qu'il doit avoir 19-20 ans, si je ne m'abuse. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc à confirmer, mais derrière, j'ai un petit de 16 ans, au nom de Wail, qui lui peut péter la baraque. Non, mais tu sais qu'on va y arriver. Hein, ouais. Je t'en parle souvent ici. Cette génération-là qui Ils font tout. qui a commencé par le MMA, qui en plus a vu l'exemple de Salah devant eux depuis des années. Je peux te dire qu'on va avoir Bien des sûr. sacrés tueurs dans les années à venir Non, mais, qui vont sortir de ces salles-là. C'est évident. Joe, ta dernière question. Et puis j'en profite que tu sois là pour te poser une question sur les médias en France. Alors moi je pense que la transpi t'as fait beaucoup de bien, parce que je pense qu'ils ont éduqué tout un nouveau public du MMA à tout ce que tu avais fait auparavant. Ils t'ont présenté un peu comme un des pionniers, ce que tu es, et je pense que ça t'a permis, tu vois, de te faire connaître auprès des nouveaux fans, ce qu'on appelle les nouveaux fans. Toi, tu vois comment l'évolution du paysage médiatique autour du MMA? T'es passé de quasiment rien lorsque tu faisais tes soirées au 100% Fight à maintenant au fait qu'une grosse chaîne comme RMC Sport t'invite et consacre un épisode d'un podcast à ton honneur. Comment tu vois ça? Et voilà, critique, encouragement, ce que tu veux Alors, sur le sujet. juste pour te reprendre, Jonathan, c'est plus la transpi, C'est Maître Fumier, c'est Maître Fumier. c'est nos copains, on le sait. Ok. Non, ils nous mettent en avant et c'est très bien. En même temps, on fait pas de mal au paysage du MMA français. Donc, qu'ils nous mettent en avant, je pense que c'est mérité. Maintenant, les médias, il y a du bon et du moins bon. Donc vous me verrez chez les bons et vous me verrez pas chez les moins bons. Mais en tout cas, c'est chez les bons, en tout cas, ça apporte du baume C'est une au bonne cœur nouvelle pour nous, à Stéphane. la discipline. Donc nous, on est content de travailler avec RMC par exemple. Tu vas dire, c'est une bonne nouvelle pour lui. Puis t'as vu sur la question UFC, t'as vu qu'on pose pas les mêmes questions qu'ailleurs, tu vois, je te les posais différemment sur ça. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Hatch pour t'appeler par ton surnom, d'avoir été présent avec nous pour présenter ce combat. On rappelle samedi soir RMC Sport 2, Saladin Parnasse, Marian Ziolkowski pour devenir double champion C'est énorme. du KSW. C'est déjà énorme. le plus jeune champion de l'histoire du KSW, Saladin, et il va encore marquer un peu plus l'histoire, on l'espère, de cette belle organisation européenne. Et puis, donc, allez découvrir le film. Je pense que quand vous écouterez le podcast, il sera en ligne sur la chaîne YouTube RMC Sport pour mieux découvrir qui est Saladin Parnasse, notre pépite française. Merci Joe pour la présence. Merci Alex. Merci encore Stéphane. Merci Alex. Et Merci, Jonathan. abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous des pouces, des commentaires, des étoiles, tout jeudi ce que vous soir. voulez. Donnez de la force. Et puis jeudi soir, AEF3. Rennes, Abdul Malik Bayo contre Jonathan Macardy, 10 minutes en grappling. Ce sera sur notre chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir encourager ou alors détruire Voilà. Jonathan Macardy dans les commentaires, comme vous voudrez, selon qui gagnera ou qui perdra. Voilà. Merci à tous une nouvelle fois et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.